Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Stade Afrique, bienvenue dans Sport Palabre. Argent et sport, sport et argent, ces deux ne se quittent plus, ils sont devenus indissociables, on ne parle presque plus de l'un sans parler de l'autre. Entre le prix des joueurs, les montants des transferts, le coût des droits télé, on en est arrivé à parler de millions, de centaines de millions avec une banalité et un détachement assez surprenant. Mais c'est quoi ces millions d'euros? C'est pour qui? Ça va où? C'est pourquoi? Qu'est-ce que ça représente dans le bon fonctionnement d'une économie? Où va l'argent? Et le sport dans tout ça. Les sacro-saintes valeurs du sport sont-elles réduites à n'être plus que considérées comme des valeurs boursières? On en parle juste après ça. À tout de suite. Sport Palabre, l'argent et le sport et l'argent, on ferait dans les deux sens, bien évidemment, ça marche. Il fallait vraiment, pour pouvoir parler d'un sujet aussi important et qui intéresse autant de monde dans les deux camps, des vrais spécialistes, comme à chaque fois, et j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle fois mon ami Abdellah Boulma. Bonjour Abdellah. Vous êtes sûr qu'on est amis? Si vous commencez comme ça, non. Abdellah Boulma, il me dit qu'il est journaliste, alors on va dire qu'il est journaliste. J'ai le plaisir d'accueillir, pour le coup, un véritable ami, Yann Balikouzou. Salut Yann. Bonjour Laurent, je confirme. Yann, qui est agent FIBA NBA, donc basket. Pour la première fois, j'accueille quelqu'un qui a son importance dans son sport et dans son univers parce que c'était le premier, c'est Christian Ebon. Bonjour Christian. Bonjour. Vous êtes le premier pilote automobile professionnel africain. C'est ça. Donc, vous l'avez compris, 3 sports, pas des moindres, foot, basket et course automobile. Et pour chapeauter tout ça et donner le tempo, nous avons l'économiste du sport, monsieur Pierre Rondeau. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour à tous. Économiste du sport et également consultant RMC. D'ailleurs, Pierre, la première question, elle est pour vous, bien sûr. Quand on parle de l'argent du sport, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'argent du sport? Déjà, en termes de chiffres, si on veut poser les bases tout de suite, l'économie du sport sur Terre, c'est 1 milliard 200... Non, pardon, c'est 1200 milliards d'euros sur Terre. Autrement dit, 2% du PIB. 1200 milliards sont représentés par l'économie du sport. Là-dedans, on inclut quoi? Il y a tout. Il y a à la fois l'événementiel, le sponsoring, le sport professionnel. On a la consommation de produits sportifs, de matériel sportif, de chaussures, de produits dérivés. Donc c'est l'ensemble finalement de l'activité liée à l'économie du sport, liée au domaine sportif. Vous achetez une paire de baskets, vous allez voir un match de football, vous allez voir une compétition d'athlétisme, de basket ou de Formule 1, vous participez directement à l'économie du sport. L'économie du sport, 2% du PIB mondial. Donc, une précision à mettre tout de suite en avant. On dit, voilà, beaucoup d'argent dans le football, beaucoup d'argent dans le sport, des salaires mirobolants, des transferts extrêmement importants, extrêmement chers. Ce n'est que, si je puis dire, 2% du PIB mondial. À titre de comparaison, pour le marché franco-français, le sport, c'est 1,76% du PIB, c'est moins que le simple marché des arts et du spectacle. Les arts et le spectacle, c'est 3% du PIB en France. On est sur 1,76% du PIB en France et sur Terre, 2% du PIB mondial. Donc, on a des chiffres extrêmement élevés. On a les 222 millions d'euros pour Neymar. On a le football français qui vaut 1,9 milliard. On a le football européen qui vaut 5 milliards et qui dépense 5 milliards d'euros par an en transfert. Mais, relativement parlant, ce n'est que 2% du PIB mondial. Alors c'est surprenant ce que me dit Pierre, je l'avais noté, mais c'est la perception dont... Moi je trouvais que 2% du PIB mondial pour le sport, je trouvais ça colossal. Non, Yann, moi ça me paraît pas. Vous qui venez d'un sport ultra riche, est-ce qu'on sait que représente le basket aux États-Unis, la NBA en PIB, non? En PIB, aucune idée. D'accord. Je peux pas vous dire, je sais pas cette info-là, mais non, je suis pas si surpris que ça. Pour moi, c'est pas quelque chose de faramineux. C'est pas quelque chose de faramineux. L'industrie du sport. Pourquoi on dit toujours que oui, les sportifs touchent trop, il y a trop d'argent dans le sport? C'est parce qu'on identifie uniquement les joueurs. On ne voit pas l'économie du sport dans son ensemble. Et les joueurs ne sont qu'un maillon de la chaîne. Et ce que je dis souvent aux personnes, quand on a des discussions de comptoir, on va dire, quand on me dit que oui, les sportifs sont trop payés, je dis oui, mais si on les paye ça, il faut savoir ce que les personnes au-dessus d'eux récupèrent. C'est la question qu'il faut se demander. C'est qui, Abdellah, c'est qui les personnes au-dessus?
Dans tous les sports, dans mon préambule, je disais, mais ça va qui touche en fait alors, restons dans votre domaine qui est plutôt le foot, et après on parlera du basket et de l'automobile avec Christian, des courses automobiles. Quand il y a un transfert de 200 millions... Il y a plusieurs acteurs économiques. Non mais qui est... On imagine bien qu'il n'y a pas quelqu'un, Pierre, qui prend les 220 millions et qui les met dans sa poche. Non, ça bien va sûr. où? C'est pour qui? Bon, après, il faut distinguer le sport professionnel du sport amateur. On va le faire après. Ça, on en reviendra, mais c'est une chose très importante. C'est une économie qui génère énormément d'argent, comme l'a dit très justement Pierre. En revanche, effectivement, cette manne financière ne revient pas, n'est pas suffisamment bien répartie. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une poignée d'individus qui s'accaparent cette grande masse financière qui circule avec ces flux, des transferts qu'on voit, transferts mirobolants, que vient encore une fois d'évoquer Pierre, par exemple Cristiano Ronaldo, Neymar à 220 millions, Mbappé à 180, il y a des intermédiaires. Est-ce que ça, c'est pas juste une petite minorité sur lesquelles on fait un focus, alors que la plupart... Pourquoi ? Mais c'est ce qu'il vient de dire. On fait un focus sur ces joueurs professionnels qui touchent énormément d'argent. Mais s'ils touchent cet argent-là, c'est qu'il y a une économie qui le permet, bien évidemment. Mais à côté de ça, il n'y a pas que Ronaldo, il n'y a pas que Ronaldo, Mbappé ou n'importe quoi qui touche cet argent. Il y a les familles, il y a les proches des joueurs, il y a les agents, il y a les super agents. Mais pour moi, on va dire que c'est le même cercle, mais économiquement... En gros, il y a un biais. C'est pour ça que c'est un sujet très intéressant qu'on aborde aujourd'hui. Mais quand on dit y a-t-il trop d'argent dans le sport ou dans le football, c'est un faux débat parce qu'il y a effectivement de l'argent, c'est une évidence, mais argent qui n'est pas issu de rien, qui est issu justement de la consommation des téléspectateurs, des fans de foot, qui vont venir acheter des maillots, aller s'abonner à une chaîne de télévision, aller au stade, donc générer de l'activité économique, donc générer de l'argent. Et même, je pourrais rajouter, générer de la fiscalité pour les États. Donc c'est de l'argent qui est récupéré. Mais dire qu'il y a trop d'argent dans le football, c'est juste se focaliser sur les simples Messi, Neymar, Ronaldo, Mbappé. Mais, comme tu l'as très bien dit, il y a une inégalité extrêmement importante dans le football, alors globalement dans le sport et précisément dans le football, parce qu'on pourrait aussi dire les inégalités entre le volley, le hand, le basket et le football. Mais dans le football précisément, on a en avant les Mbappé payés 18 millions d'euros par an, mais on oublie les joueurs parfois et tu as entièrement raison, parce qu'il y a une stat qui revient systématiquement chaque année, enfin 45%. Tu me corriges, 45% des joueurs à l'international professionnel gagnent moins de $1000. Alors oui, c'est ça, c'est 800 €, donc $1000. 800, ouais. Voilà, $1000 par mois. Donc, on focalise sur les mauvais problèmes. On voit du Neymar, du Mbappé, etc. Mais la plupart, les 3/4 des joueurs à l'international professionnel, j'insiste, quasiment la moitié, ne vivent pas ou vivent très peu des deniers qu'ils gagnent tous les mois. Christian, vous venez d'un sport qui est un petit sport qui n'a pas d'argent, notamment. On va prendre celui le plus pauvre, c'est-à-dire la Formule 1, pour ne pas le citer. C'est quoi son économie? Comment on gagne de l'argent en Formule 1? Je vais d'abord rebondir sur ce que mes collègues disaient. On ne voit pas tout ce que ça génère à côté, notamment les droits télé. Dans le cas du sport automobile, par exemple, quand un constructeur comme Audi, on va imaginer la chose, gagne les 24 heures du Mans, qu'est-ce qui se passe derrière? Ils vendent des Audi. On est d'accord, ils vendent des Audi. Non mais comme Adidas, les équipes, l'équipe championne du monde, ils vendent des Adidas. Exactement, on regarde les statistiques tout de suite. D'ailleurs, si on le remarque, il y a 3-4 ans en arrière, quand Audi a fait ses derniers 24 heures du Mans, à chaque fois, ils avaient déjà préparé les publicités en amont, les t-shirts winner 24 heures du Mans, tout de suite, il y avait la pub à la télé quand ils gagnaient. Tout de suite, dernière Audi, machin, etc. On voyait qu'on était à plus de 12% dans la même semaine en termes de commandes. De commandes, oui. Ouais, mais ce que tu dis, c'est juste. C'est exactement ce qu'on disait à l'instant. La création de richesse. Oui, c'est ça. Il y en a la création de richesse. Moi, je te parle. Il faut distinguer la création de richesse de la répartition. Exactement. Voilà, c'est le débat. Le débat, il se porte là-dessus. La création de richesse, il y en a. De l'argent, il y en a. Mais la répartition, c'est tout autre chose. En parlant de répartition, il y a une chose aussi qu'il ne faut pas oublier. Moi, je vais prendre l'exemple de la NBA, que je trouve un exemple vertueux. Il y a beaucoup d'intermédiaires dans le foot, par exemple, on va dire, qui essayent de récupérer sur les transferts et autres. En NBA, ils partent d'un principe, c'est du 50-50 pour les propriétaires des clubs et pour le syndicat. Oui, mais le championnat n'est pas le même. 51-49. Mais le championnat universitaire, c'est pas la même chose. Le championnat universitaire, c'est un autre sujet. On va parler dans deux heures. Non, mais là, il défend sa paroisse, là. Non, c'est pas que je défends ma paroisse. C'est intéressant ce qu'il dit, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'acteur central, c'est le sportif. Oui, mais alors, sauf que justement, je voulais rebondir dans ton sport, parce que chez nous, je donne un exemple. Alors, Christian, excusez-moi, justement, pour aller dans votre sens,
Oui. J'allais vous poser la question à tous, et ça revient à ce que vous disiez en prenant l'exemple de Audi, où on pourrait citer BMW, Toyota et les autres, Skoda aussi. Renault et tout ça. Est-ce que ce sont... Parce que là, vous faites le distinguo avec les joueurs dans la partie de hier. Est-ce que ce sont les marques qui imposent les règles? Est-ce que ce sont les marques qui sont toutes puissantes? Est-ce que ce sont, dans le foot, Adidas, dans le basket, Nike, dans l'automobile, BM, Porsche, Mercedes? C'est régi comme dans le foot et le basket. C'est la FIA, la Fédération internationale de sport auto, qui régit tout ça. Donc, à savoir, c'est elle qui décide qui gagne quoi, qui prend quoi. D'accord? Les pilotes de Formule 1, on sait que ce sont les pilotes les mieux payés. Ensuite, on descend dans les catégories d'endurance, 24 heures du Mans, championnat de super tourisme. Pourquoi c'est les mieux payés, les Formule 1? Parce qu'on estime que le cursus pour arriver en F1 est très long. Karting, F4, F3, ça, c'est une question que je voulais vous poser. À chaque fois que je regarde un Grand Prix, je me dis, mais autant on joue au foot, on peut avoir un ballon qui traîne à la maison ou une paire de crampons. Mais tout le monde n'a pas une Formule 1 dans son jardin. Comment on accède? On se dit, mais quand on voit le prix que vaut une voiture, une Formule 1, par exemple, pour ne citer que ça. Je peux vous donner 2 exemples. Allez-y. Pour être pilote de Formule 1 signé dans une écurie, il faut apporter entre 30 et 50 millions d'euros pour avoir son baquet. 50 combien? Millions? Oui. 50 millions d'euros. Oui, entre 30 et 50 millions d'euros. C'est-à-dire que tous les pilotes de Formule 1, tous les pilotes de Formule 1 sont tous riches? Non. Alors, c'est simple. Les pilotes, les 5-6 premiers, sont ceux qu'on appelle les pilotes payés. Et quand on redescend vers, on va dire après les 10, sont des pilotes qui payent, d'accord, qui apportent le sponsor, comme je vais citer Pechito Lopez, certains pilotes qui emmènent des sponsors, des pilotes brésiliens. On sait que Massa, qui était pilote Ferrari, a eu beaucoup de mal à rebondir quand il a eu son accident. Vous vous souvenez, il a vu un éclat dans le casque. On avait, je crois, un pétrolier, je ne vais pas le citer, un pétrolier brésilien, une chaîne de télé brésilienne qui mettait de l'argent sur lui pour qu'il puisse revenir chez Williams, par exemple. Mais quand vous dites qu'il faut qu'ils apportent, c'est pas eux personnellement, ils ont des équipes autour d'eux qui s'occupent de d'accord. C'est les sponsors. Ils sont obligés de véhiculer au travers de leur image et de leur marque, ils sont obligés de pouvoir agréger des gens. Ils se vendent, en fait, ils se vendent littéralement. Ce modèle me fait penser un peu au modèle de la NBA, en tout cas du sport US. Où il y a un ticket d'entrée pour intégrer. Ça va être son truc, je sens là. Oui, mais attention, à la différence. Pour intégrer donc le championnat. Oui, mais à la différence où, comme dans le foot, on achète un équipement, ça vaut 200 euros, on s'inscrit au club, on a la licence si je ne m'abuse. En sport automobile, en karting, c'est à peu près 30-40 000 euros par an déjà, juste en karting. Ensuite, c'est un sport de riches. Mais c'est un sport élitiste. À la différence du golf ou d'autres, on n'a pas l'impression que pourtant la Formule 1 c'est un sport de riches. Parce que tout le monde conduit une voiture. Je veux dire. Oui, c'est ça, en fait. Mais alors que tout le monde ne se promène pas avec des chaussures avec des clous. De façon très caricaturale, si je veux distinguer des sports, on va dire bourgeois, en tout cas élitistes, le polo, le golf et peut-être la Formule 1. La Formule 1, n'importe qui pourrait prétendre à être pilote de F1 du moment qu'on a un permis de conduire. Faux. Oui, faux, mais c'est vrai. Mais dans l'inconscient. Alors que l'inverse, c'est vrai. Il y en a qui sont pilotes de Formule 1 et qui n'ont pas le permis. Effectivement, mais là, il parle d'inconscient. Si les classes populaires regardent la télévision de la Formule 1, c'est de se mettre à la place des sportifs. C'est vrai. De dire je pourrais, c'est ce qui est faux, mais je pourrais faire pareil. C'est comme le foot ou comme le basket, il y a un public parce que le public s'identifie. Exactement. Alors que le golf ou le polo qui sont moins médiatiquement prisés et un sport très élitiste, les gens ne peuvent pas s'identifier à ces sportifs parce que ne s'imaginent pas être à leur place. Et en plus, la Formule 1, le basket, le foot, le volley, le hand, n'importe qui par définition pourrait jouer. Et en plus, on voit bien que les pilotes aujourd'hui, même les sportifs en général, on devient de vrais panneaux publicitaires avec des marques. Mais c'est la même chose dans les autres sports. Un joueur de football est un produit financier aujourd'hui. Oui, mis à part même concernant simplement des vêtements de marque et autres. D'ailleurs, Christian, Abdellah, puisque vous voulez prendre la parole, j'ai vu là que vous vouliez absolument... Il m'énerve un petit peu, absolument. Là, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. C'est mutisme total et ça m'énerve. Abdellah, est-ce que maintenant, par obligation et vu l'économie et le mode de fonctionnement du sport et de tous les sports, un bon sportif, c'est aussi un bon businessman? Évidemment. De toute manière,
l'argent et le sport a toujours existé. Les liens entre l'argent et le sport ont toujours ouais, existé. Ça, vraiment, depuis l'Antiquité. Mais depuis l'Antiquité, ça existait. Je veux dire, même dans la mythologie grecque, ça existait. Enfin, on parlera de corruption quoi, après. La mythologie grecque, les Jeux Olympiques, etc. Pour aller dans ton sens, très simplement, si on intègre le taux de change et l'inflation, le sportif le mieux payé de l'histoire était un gladiateur de l'époque de la Grèce antique qui gagnait 140 millions d'euros par an. Exactement. Si je prends en taux de change et en inflation par rapport... ça pouvait vite s'arrêter aussi. Bien évidemment, mais il est resté très longtemps en plus sur place, on peut dire. Et il gagnait l'équivalent d'aujourd'hui de 140 millions d'euros par an. Et je vais rebondir rapidement sur ce que tu dis, parce que c'est le risque aussi. Vous savez qu'en Formule 1, ça ne pas. C'est pour ça qu'on est payé très cher aussi, parce qu'il y a des assurances qui coûtent très très cher. On le voit, certains pilotes... C'est quoi quand vous dites très très cher, c'est quoi une assurance d'un pilote de Formule 1? C'est 100 millions d'euros, c'est 100 millions d'euros. Oui, mais de la même manière que Ronaldo, il assure sa jambe, que LeBron James, il assure son bras. LeBron James aura moins de chances de mourir à 350 km/h que... s'il n'est pas dans une voiture, c'est exactement, donc on a plus de risques. Yann, l'histoire des marques Nike, c'est pas eux qui imposent le tempo en NBA? Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, il faut savoir que Nike sponsorise la NBA depuis 2 saisons. C'était Adidas qui sponsorisait la NBA juste avant, exact. Ce qui impose les règles en NBA, c'est le public. C'est-à-dire que si on considère que le jeu n'est pas assez offensif et qu'il n'y a plus assez de public, eh ben, on va instaurer des nouvelles règles en défense. C'est arrivé récemment, il y a une dizaine d'années, je crois, où on interdit ce qu'on appelle le hand check, c'est-à-dire la possibilité pour le défenseur de mettre sa main sur le joueur. Maintenant, on n'a plus le droit. Et c'est pour ça que maintenant qu'on a beaucoup de scores assez élevés et qu'on a l'avènement de joueurs qui sont beaucoup moins costauds qu'avant, comme Stephen Curry, mais beaucoup plus rapides et plus techniques et qui tirent à 3 points, parce qu'ils n'ont plus ces défenses, comme on peut voir sur les anciennes images de Michael Jordan, ces défenses assez dures et assez rugueuses. Ce ne sera jamais une marque qui imposera ça. Dans l'esprit de la NBA, des responsables de la NBA, ce qui doit imposer peut-être un changement de règles, c'est le public. Et c'est pour ça qu'on a des règles différentes entre la NBA et le basket FIBA. Par exemple, on n'a pas le droit aux défenses de zone. On a fait une émission il n'y a pas très longtemps. On n'a pas le droit aux défenses de zone en NBA, c'est des défenses beaucoup plus compactes. Et ce qui explique aussi des fois le problème des équipes nationales américaines quand elles viennent jouer sur les Jeux Olympiques ou les derniers championnats du monde, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que tu dis que donc, les marques n'imposent pas, en tout cas les marques où le pouvoir de l'argent n'impose pas des règles dans la NBA, mais le public reste souverain. Le temps mort télévisuel était quand même demandé et accordé pour les chaînes de télévision et pour la publicité. Ça fait partie de la négociation des droits télé. Il y a eu aussi pas une mainmise totale, mais en tout cas une influence. Mais après, ça c'est typique des sports américains. Par exemple, le MMA, pas les temps morts, mais les différentes... les rounds. Les différents rounds. Le temps entre les différents rounds et le nombre de rounds est fait spécifiquement pour les pauses publicitaires. Pas qu'américain, parce que, un exemple d'actualité, le rugby, et la Coupe du Monde de rugby, on était à 10 minutes de mi-temps avant, on est passé à 15 minutes. Officiellement, pour que les joueurs prennent plus de temps pour se reposer, officieusement aussi. Mais c'est vrai que tu as raison, il y a de plus en plus de mimétisme des sports européens par rapport à ce qui se fait aux États-Unis. Parce que le modèle marketing, le modèle s'impose de plus en plus. On l'a vu, récemment. Je veux rebondir sur ça, c'est important ce que vous dites. Yann, est-ce que ça veut dire que le sport américain, c'est du sport spectacle, là où le sport dans le monde, c'était le sport avec, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que là, il y a une vraie distance, une vraie cassure entre les sports traditionnels qui se pratiquaient pour les amateurs de sport et d'un seul coup, ils veulent aller de plus en plus vers le spectacle. Pour moi, le sport, depuis la nuit des temps, c'est du spectacle sportif. Exactement, je suis d'accord. Tout simplement. Non, mais du spectacle. On peut revenir au jeu. Non, mais c'est vrai. Une question toute simple. Pourquoi le football n'a jamais percé aux États-Unis? Parce que ça peut. Non, c'est pas pour ça. Il y a à cause des problèmes de mi-temps. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas assez de score. Il n'y a pas assez de score. Les Américains, ils ont besoin de beaucoup d'action. Ils ont besoin de score. Moi, j'ai toujours entendu dire, Pierre, vous allez me dire si vous me contredisez, que s'il n'y avait pas le foot aux États-Unis, c'est parce que les mi-temps étaient pas les 45 minutes, c'était trop long. C'est un problème de score. C'est un problème de score. Le football et de la même manière, pourquoi ils appellent ça football? Parce qu'ils ont un football américain. Oui, mais justement, pourquoi ils appellent ça football? L'idée, c'est que le football, à l'origine, c'est pour ça qu'on a des clubs de rugby qui s'appellent le FC Grenoble, par exemple, Football Club de Grenoble pour un club de rugby. C'est que l'origine, le football regroupait l'ensemble des sports qui jouaient au pied. Football, rugby, foot gaélique, footy, tous les sports au pied. Et ça vient du milieu du 19e siècle d'Angleterre. Et des colons élitistes. Et oui, mais les Américains d'origine irlandaise, des colons irlandais qui sont venus s'installer sur le territoire américain ont importé le football. Mais c'était le football
rugby, un football au rugby violent de contact, un peu comme le foot gaélique encore aujourd'hui en Irlande. Le football australien même. Le football australien, pareil. Et donc, de cette origine coloniale, entre guillemets, en tout cas, d'immigration, ils ont constitué leur football américain. Mais c'est pas pour des raisons... La raison économique est la conséquence de la culture américaine. Les chaînes de télévision, finalement, se sont adaptées à cette préférence pour le football américain. Mais au tout début, au 19e siècle, on n'avait pas les chaînes de télévision. Et pourtant, les Américains pratiquaient le foot US. Donc c'est la conséquence. La télé et les marques de sponsoring se sont adaptées aux préférences culturelles américaines. Et se sont surtout adaptés depuis le début des années 80. Oui. Justement, là, Pierre est en train de nous expliquer un peu qu'il y a des caractéristiques. Vous faites un sport, pour le coup, qui est international. Est-ce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a autant d'argent dans les sports automobiles? C'est-à-dire qu'il y a des grands prix partout, là où il y a du foot qui fonctionne. J'ai regardé que dans le top 10 des sports les plus pratiqués au monde, il y a le volley, le cricket et le hockey sur gazon. Ouais, mais après, ça génère quoi comme économie? Mais après, Laurent, faut le cricket génère une économie énorme. Oui, mais après, il faut rapporter ça à des États. C'est ce que j'allais dire, il faut rapporter déjà à des États. Et puis deuxièmement, il faut savoir que c'est aussi un peu du spectacle. Je vous donne un exemple. Course de NASCAR, les fameuses voitures qui tournent aux États-Unis, c'est purement du spectacle. Et on attend que ça se crache, même ça en est même c'est cynique. Les gens regardent pour c'est un cynisme. Voilà, ce qu'on appelle le Big One, en fait. C'est un gros crash et qui est hyper spectaculaire. Aujourd'hui, la FIA se force à changer les réglementations pour plus que la F1 soit ennuyeuse. On voit que la plupart du moins. On a perdu pratiquement 30% de spectateurs sur la F1 parce qu'on regarde le départ, c'est animé, et après... Oui, c'est classique, on regarde le départ, on fait la sieste et on arrive pour la... C'est intéressant par rapport à ça, tu me diras si je me trompe, c'est la Formule E. Oui. Et la Formule E, est-ce que c'est vrai que pendant la course, le public peut appeler et voter? C'est ça, le public peut voter, oui, on appelle ça un push to pass, voilà, pour donner des bonus qui permettront... Alors là, on est carrément dans le sport-spectacle. Oui, ça, mais le sport, à la base, c'est quoi? C'est du spectacle. À la base, c'est fait pour divertir, c'est fait pour monsieur tout le monde, quand il est chez lui, regarde la télé. À l'origine, c'était pas le dessin du sport. Non, on est d'accord. C'est pas le dessin du sport, à l'origine. À l'origine, c'est le dépassement de soi. À l'origine, c'est le dépassement de soi, mais derrière, pour le sportif, le spectateur, il recherche quoi? Oui, la tragédie. Il recherche du divertissement. Dans la Grèce antique, il venait pas pour la performance, c'est juste pour le divertissement. Bien sûr. Le sportif veut du dépassement de soi, il n'y a pas de problème. Mais le spectateur, il veut du divertissement. En Formule 1 électrique, par exemple, si le pilote vous plaît, vous prenez votre téléphone, vous votez pour lui. Et vous l'appelez. Oui, c'est celui qui vote pour lui. C'est très bien vu. C'est super bien vu. Sur le volant qui lui donne de la puissance pendant un laps de temps qui permet... Mais c'est comme si pendant un match de foot, c'est ridicule. On votait par texto pour savoir, ça devient ridicule. Donner à une équipe. Non, mais peut-être que tu as raison, parce qu'on va tendre à ça, ça dénature totalement l'essence même du sport. Ah oui. Je veux dire, intervenir comme ça avec les coupures pub, le marketing, etc. Là, c'est... Oui, mais ça rapporte, Abdellah. Oui, mais... Donc on revient à l'intérêt, à la question de base, argent et sport devenu totalement indissociable. C'est-à-dire que le premier partenaire du sport, c'est l'argent. Oui, je pense qu'il faut arrêter avec cette vision romantique du sport professionnel. Il faut romantique justement. Je suis en train de dire le contraire. Il faut arrêter avec la vision romantique du sport professionnel de dire. Enfin, c'est Abdellah qui disait que oui, ça dénature le sport. Je pense pas que ça dénature le sport. Je pense qu'il faut s'adapter. L'argent n'est pas sale. L'argent dans le sport, comme on l'a dit, ça représente que 2% du PIB mondial. C'est pas l'argent qui est sale, c'est les gens c'est ce qu'on en fait. C'est ce qu'on en fait. C'est comme le VAR un petit peu. Ce que je veux dire, je suis plutôt pour la pub. C'est comme le VAR. Je suis plutôt pour le VAR d'ailleurs, par exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que non, l'argent et le sport sont des choses indissociables pour moi. C'est complètement indissociable. Il faut juste une répartition qui soit intéressante, notamment, on va dire que je prêche pour ma paroisse, mais j'ai été sportif moi-même. Pour moi, l'acteur principal est l'athlète. Donc, notamment, l'athlète doit avoir au moins 50% dans mon idée. Et derrière... Ce qui n'est pas le cas. En NBA, c'est le cas. Juste en NBA. En football, Lewis Hamilton, il touche 50% de ce qu'il gagne? Non, de ce qu'il génère. Les basketteurs NBA, quand je parle de 50%, c'est qu'ils ont leur salaire. Derrière, la NBA fait un calcul de ce qu'elle a généré. Tout ce qui est au-delà du budget prévisionnel de l'année est partagé entre 51-49 entre les propriétaires et les joueurs. Et tous les ans,
le pourcentage à C'est 51 change. En Mais fait, ils ce que vous êtes renégocient en train tous de les me ans. dire, Yann, c'est que la NBA, que beaucoup peuvent décrire en disant c'est du business, c'est peut-être le sport le plus équilibré, le plus sain. C'est le sport Mais- le plus capitaliste, le plus équilibré. Précisément, le plus sain. mais c'est justement, mais c'est ça qui est C'est ça qui est intéressant. passionnant. Ouais, exact. C'est qu'on a tendance très naïvement à faire l'amalgame entre capitalisme et libéralisme, enfin à associer capitalisme et libéralisme et planification, socialisme, communisme, Les deux vont des ensemble. mots insultants, Ouais. alors que le modèle le plus régulé du sport professionnel, le modèle américain, est le modèle le plus déjà porteur, lucratif, capitaliste et libéralisé. le plus cadré. Cette régulation, à la fois les drafts, les salary cap, les luxury tax, la ligue fermée, donc totalement planifiée, permet à une économie d'être profondément rentable. Voilà. C'est tout le paradoxe avec le football européen, par Alors, exemple. non, mais j'entends très bien ce que vous dites. Mais en fait, là, vous êtes en train de me dire qu'un sport dans lequel il n'y a plus de suspense presque. Puisque, non. mais quand je parle de suspense, oui, suspense entre les matchs, mais il n'y a plus la quête du petit d'accéder Oui, mais là, dans le monde Bien des sûr, grands. mais si, Mais non, justement, puisque c'est une ligue fermée. Toronto Mais a non. été champion cette saison. Mais c'est une ligue fermée. Mais elles Toronto sont est un toutes petit fortes, les marché. équipes. Et alors, Toutes les équipes sont fortes. Voilà. Mais- Et elles partent avec le même budget de départ. Voilà. Et après, c'est des stratégies de management. Bon, qui font vous que l'équipe est m'agacez, bonne ou on non. termine la première partie, on attaquera la deuxième. De toute façon, on va revenir sur la ligue fermée parce que c'est le dada de Yann. A tout de suite. Bonne nouvelle pour tous les passionnés de sport, l'application Stade Afrique est enfin disponible. Où vous voulez, quand vous voulez, l'application Stade Afrique vous permet de suivre tous vos programmes en direct ou en replay. Sans oublier le meilleur des actualités sport Afrique à travers notre fil d'infos, ainsi que toutes les diffusions de vos programmes préférés sur notre grille de programmes. Stade Afrique, c'est aussi la possibilité de contacter directement vos animateurs favoris, tous les jours à toute heure, regarder Stade Afrique en live gratuitement, accéder au replay complet de nos meilleurs programmes, toute l'info sport Afrique gratuite dans l'application Stade Afrique. Stade Afrique, l'application toujours plus proche de ses téléspectateurs. La nouvelle application Stade Afrique, c'est simple, c'est gratuit, alors n'attendez plus, téléchargez-la dès maintenant sur l'Apple Store et Google Play. Stade Afrique, on aime le sport, on aime l'Afrique. Sport Palab, deuxième partie. Bon, ça va, j'ai moins énervé. Toujours avec Abdellah Boulma, Yann Balikouzou, Christian Ebong et Pierre Rondeau. On a terminé la première partie sur le dada de Yann, les ligues fermées. Alors, pour la petite confidence, il a fait une longue partie de ses études autour de ce thème. Yann, vous étiez en train de me dire que la ligue fermée, donc sans surprise, a priori, puisqu'on sait exactement qui va rester et qui va jouer, c'est le meilleur modèle. Le système le plus vertueux. Le plus vertueux. Le côté, la petite équipe qui essaye de se battre pour accéder au rang supérieur n'existe pas en NBA, on est d'accord. D'ailleurs, ça dure combien de temps la ligue fermée? Jamais, ça ne bougera jamais. Ça bouge pas. C'est-à-dire En fait, qu'il y a un club qui, pour des raisons financières, est en train de s'écrouler. En fait, il faut savoir que, et ça c'est impossible, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il faut savoir que c'est un modèle sportif complètement différent de ce qu'on peut voir en Europe. En Europe, on appelle ça un modèle pyramidal, c'est-à-dire que le sport amateur fait la base, et plus on remonte et on arrive vers le sport élitiste, le sport professionnel. Aux États-Unis, il n'y a pas de communication entre les deux mondes. Il y a le sport amateur qui est considéré comme amateur, qui est le sport universitaire, la NCAA, et il y a le sport professionnel. C'est deux entités qui ne communiquent pas, sauf lors de la draft, on va dire. Et en fait, au basket, aux États-Unis, si on veut être professionnel... Il y a combien d'équipes? 40 30. Il y a soit la NBA, soit la G League, qui est la NBA, enfin Gatorade League, qui est la ligue de développement de la NBA. Mais sinon, il n'y a pas d'autres ligues professionnelles, il n'y a pas de club comme ici. Donc les joueurs américains qui veulent jouer au basket, qui veulent être professionnels, ils viennent en Europe ou en Asie ou autre. Et donc sur les 30 équipes, là en 2019, il y a 30 équipes, en 2045, ce seront les mêmes. Il y en aura peut-être plus, s'il y a de nouvelles franchises qui sont accordées. Et ça sera C'est-à-dire quoi? Une franchise mexicaine, une franchise canadienne? Possible, ça parle de Mexico City, ça parle de Las Vegas, ça discute de remettre une franchise à Seattle, et on n'est pas à l'abri. Peut-être qu'une franchise, j'ai des bêtises, Européenne. Milwaukee, possible, c'est en discussion. Peut-être qu'une franchise comme Milwaukee, admettons, si Milwaukee ne gagne pas beaucoup d'argent, il est possible que le propriétaire dise demain, je prends ma franchise de Milwaukee, je l'installe à Las Vegas. Il peut le faire. Abdellah, vous, le footeux,
On aime bien ce principe de relégation. Ouais, mais c'est pas dans notre culture, ça. Oui, on a bien ce principe de relégation, mais on y culture mondiale. Mais tu remarqueras en fait que dernièrement, sur les 5-6 dernières années, il y a une espèce de. On commence à travailler un petit peu sur ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire que le système des playoffs, par exemple, entre la première et la seconde division, les deux, qui favorisent, il faut le dire clairement, les équipes de Ligue 1. Et de plus en plus mise en place. Il y a de plus en plus en fait ce truc de ligue. Enfin, d'ailleurs, ça pose problème. On passe à 18 clubs. T'as le CA, les clubs les plus riches européens qui se voient tous les 3-4 mois, etc. Pour inciter en fait à mettre en place définitivement ces ligues fermées. Est-ce que c'est envisageable ? Parce que culturellement, je pars du principe encore une fois et j'insiste là-dessus que culturellement parlant, on n'a strictement rien à voir avec ce qui se passe aux États-Unis. On récupère 2-3. Mais non, je ne pense pas qu'on y tende définitivement. Abdellah, sans parler de culture, est-ce que pour la virtuosité du foot, potentiellement une ligue fermée serait une bonne chose? Non, ce serait une très mauvaise chose. Parce que pour moi, le foot... Pourquoi ? Je te laisse la main. Pour moi, le foot est le sport le plus populaire du monde. C'est quelque chose... N'importe quel gamin au monde peut avoir accès au football. Et je pense que cette idée de ligue fermée en Europe, ça ne fonctionnerait pas du tout. Il y a plusieurs points qu'il faut prendre en considération. Je reprenais votre argument, vous disiez l'intérêt d'une ligue ouverte, c'est que le petit puisse monter les échelons et prétendre à se qualifier en Ligue des Champions, voire remporter le championnat de France. Combien de fois c'est arrivé dans l'histoire ? Est-ce que cette intensité compétitive, ce suspense... Pierre, il suffit d'une fois. Oui, mais une fois sur 40 ans. L'intérêt, je vais peut-être défendre l'idée des ligues fermées, mais l'intérêt des ligues fermées, c'est qu'on soit 30e ou 1er, toutes les équipes partent sur un même pied d'égalité. Je fais la référence avec la méritocratie française. La méritocratie, c'est de dire, en théorie, tout le monde part sur un même pied d'égalité, il n'y a pas de différence. D'égalitarisme. Sauf qu'en France ou ailleurs sur Terre, tout le monde sait qu'il y a des gens qui ont les moyens de se payer des cours particuliers et des gens qui n'ont pas ces moyens-là. Et sur la piste d'arrivée, la piste de départ, 10 mètres d'avance et 15 mètres de retard. Alors si on transpose votre exemple... européen, c'est pareil. Les clubs comme Amiens ou Angers en France n'ont pas les moyens du PSG. Pierre, ils ne pourront jamais prétendre. Si on transpose l'exemple de Pierre avec un cynisme absolu... Mais c'est la vérité. Non, mais il y a ceux qui ont les moyens et ceux qui n'ont pas les moyens. Si on transpose ça, par exemple, en Afrique, quel que soit le pays d'Afrique, ça veut dire qu'il n'y aura que des fils en Afrique. On a discuté de ça dans Non, mais ça veut dire qu'il n'y aura que ceux qui sont déjà bien nés qui accéderont. Mais justement, avec l'intérêt de la Ligue fermée. Avec l'arrivée, par exemple, de la Basketball African League. Oui, dont on a déjà parlé. Oui, c'est une ligue semi-fermée, parce qu'il y a 12 équipes qui ont un ticket d'entrée, et les autres équipes font un tournoi pour arriver et pour participer à la saison finale. Donc on y arrive un petit peu. Non mais Yann, vous m'avez expliqué pourquoi c'était ces 12-là, c'est parce que c'était celles qui étaient le mieux structurées. C'est parce qu'ils les ont pris sur des critères économiques, sur des critères de salle, comme ils le font pour des équipes NBA. Et est-ce que ce serait pas bien, je termine avec ça, est-ce que ce serait pas bien qu'il y ait une wild card? J'aime bien le principe de la wild card au tennis pour au-delà des 12 équipes, il y a un tournoi qui se fait avec tous les champions de chaque pays qui va laisser, j'ai plus le nombre exact, qui va laisser un certain nombre de places à ces équipes-là pour participer à la Basketball African League. Donc en fait, c'est une ligue semi-fermée. Un petit peu ça fait une grande différence. Un petit peu sur le modèle de l'Euroleague, on va dire. D'accord, mais ça fait Pierre, quand on voit Roland Garros, wildcard, Wimbledon, wildcard, en général, beaucoup pour les joueurs du pays qui reçoivent le Grand Chelem, et qu'il y en a qui arrivent au passer deuxième, troisième tour, et c'est pas une fois tous les 40 ans, et on se dit, putain, c'est bien, et ça donne de l'engouement, et en plus des sports qui ont... On a voulu appliquer ce système de wildcard d'invitation pour le football. Je pense notamment, là, très récemment, le président de l'UEFA a proposé de créer des invitations en Ligue des Champions. Pour quelle raison ? Pour simplement inviter des clubs qui sportivement n'avaient pas réussi à se qualifier en Coupe d'Europe, mais qui avaient suffisamment de fans et de supporters pour attirer de l'argent et des droits TV. Ils voulaient inviter le Milan AC ou l'Olympique de Marseille, club très prisé par les supporters, mais incapable de se qualifier en Coupe d'Europe. Donc c'est même pas une question d'équité sportive ou de gentillesse ou d'altruisme, c'est une simple raison financière. On invite des joueurs ou des clubs, en l'occurrence pour le football, qui seraient capables d'attirer plus de monde
plus de consommateurs. Oui, mais ça part d'un bon sentiment. Oui, le bon sentiment, ça serait plutôt C'est du business. C'est essentiellement du business. En course automobile, en Formule 1, on voit que c'est la même chose. Les écuries qui gagnent toujours sont Mercedes, Ferrari, McLaren. Les écuries en bas de plafond, elles sont jamais en haut, comme Williams et tout, parce qu'elles n'ont pas les moyens. Oui, mais quand ils arrivent à faire une performance, c'est ça qui redonne de... Laurent, mais d'une certaine manière, même dans le football, c'est déjà le cas. La il y a la Ligue des Champions, il y a l'Europa League, il y a même une troisième compétition qui va être mise en place. Européenne Conférence League, je ne sais quoi, qui va être mise en place. Donc d'une certaine manière, encore une fois, ils sont en train de mimer un tout petit peu ce qui se passe. T'as les riches d'un côté, les pauvres de l'autre. Je vais peut-être être cynique, mais pour moi, la Ligue des Champions, c'est déjà une ligue fermée. Oui, d'une certaine manière. Si on regarde les quarts de finale, oui. Mais bien sûr, bien sûr. Et tout ça, ça vient du G14 qui a imposé ses conditions à faire une forme de championnat parce qu'ils voulaient éviter cette incertitude de participer à la Ligue des Champions. Si on fait un petit calcul et qu'on regarde le nombre d'équipes qui ont participé à la Ligue des Champions sur les 20 dernières années, on se rend compte que le turnover n'est pas énorme. Je peux donner le chiffre. Depuis 2007, donc ça fait quand même beaucoup de saisons depuis 2007, 12. Il n'y a que 2 clubs hors du Big Four, donc hors de l'Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, qui ont atteint le stade des demi-finales de Ligue des Champions. 2. Les Français ? Lyon et Monaco. Voilà. Et si tu remontes à 2004, le dernier à l'avoir remporté, c'est Porto. Christian, je vais rebondir rapidement sur ce que vous dites. On donne un exemple. On prend le budget d'une écurie de F1 en haut du plateau. Son budget est 16 fois supérieur à la 10e ou la 12e, voire la 20e du plateau. C'est même PSG le dernier. Voilà, c'est équivalent au PSG, c'est exactement la même chose. C'est 6-7 fois le budget. Non, mais là, quand je vous écoute, en fait, on parle, je ne sais plus qui a dit, il y a les riches et les pauvres. Mais bien sûr. Mais en fait, non, mais oui, d'accord. C'est pas en fait, est-ce que regarde le contre-exemple. Moi, j'ai un petit contre-exemple. Je peux pas continuer, en fait. Juste permettez-moi ce petit contre-exemple. Non, ce petit contre-exemple. Le Paris Saint-Germain, c'est 600 millions d'euros. Angers, sur le podium en ce moment même, c'est 30 millions d'euros. Ça s'appelle des coups d'éclat. Sur un championnat, sur 38 journées, ça passera pas. Et le contre-exemple, c'est Monaco. Monaco a 210 millions d'euros et ils sont 19e ou 16e de Ligue 1. D'accord, très bien. Riches, pauvres. Est-ce qu'en fait, c'est pas plutôt la lutte entre le sport pro, spectacle, et le sport amateur, les valeurs du sport, le dépassement de soi? Est-ce qu'on n'est pas dans 2 univers totalement différents qui sont en train de complètement de se creuser, même s'ils sont dans les mêmes... rien de les opposer. Non, mais je ne les oppose pas. Non, mais c'est 2 univers différents, mais ils sont interdépendants. Mais pour être pro, faut d'abord être amateur. Mais voilà, exactement. Oui, non, mais tous les pros viennent du monde amateur. Alors, j'ai mal exprimé, mais est-ce qu'il est normal vous parliez de ligue fermée, et du coup, on revient aux vertus de NBA, ou peut-être les quarts de finale de la Ligue des Champions. Est-ce qu'il est normal que dans un même championnat, on ait un club amateur, Angers avec ses 30 millions, même si sur le papier ils sont supposés être professionnels, et de l'autre côté, on est PSG avec 600 millions. Pour moi, avec une culture NBA, c'est pas normal. Parce qu'en NBA, tout le monde part sur le même pied d'égalité. En termes de budget. Quel que soit la place dans le sport américain, voilà. Et le monde amateur dans le sport américain, c'est l'université. C'est une université qui est considérée comme sport amateur et qui génère des millions et des millions de dollars sans que les athlètes touchent $1. Même le sport amateur, ils arrivent à faire du business. C'est une économie énorme. Et d'ailleurs, il y a un gros scandale actuellement. Je ne vais pas dire que j'étais dedans, mais la NCAA veut imposer aux agents NBA de passer une licence NCAA pour pouvoir représenter des joueurs NCAA. Le championnat universitaire. D'accord. Donc les joueurs NCAA peuvent, à la fin d'une saison, s'ils n'ont pas encore fini leur cursus de 4 ans, comme on dit, tester les eaux de la draft et voir s'ils peuvent être pris en NBA. Donc faire quelques essais avec des franchises NBA. Pour ça, ils ont besoin d'un agent. Mais si un joueur NCAA a un agent, il est considéré comme professionnel et ne peut plus jouer, il perd son éligibilité. Donc, vous avez des joueurs NCAA? Non, on ne peut pas. Et donc, ils ont voulu nous forcer à passer une licence NCAA. Donc, ils nous ont présenté leur nouvelle licence avec des prérequis au-dessus de la licence NBA. Donc, ça a suscité un tollé. On a fait une lettre et on a dit que voilà, on ne le ferait pas. Ça a été porté devant les médias parce que notamment ça ciblait l'agent de LeBron James qui s'appelle Rich Paul. Et maintenant les joueurs NBA sont en guerre contre cela. Et il y a le gouverneur de Californie qui a annoncé qu'à partir de 2023, les sportifs universitaires dans son État devraient être payés. Donc ça va lancer un grand débat. Qui fera jurisprudence. Oui, ça va lancer un grand débat aux États-Unis parce que le fond du problème, clairement, pour en parler clairement, c'est un problème racial. Tous les gens qui gèrent la NCAA sont des WASPs.
Donc des whites anglo-saxons protestants. Voilà, des ils sont blancs. des wasps et la plupart des athlètes sont noirs, en tout cas dans le basket. Et ce qui se dit de notoriété publique aux États-Unis, c'est qu'ils ne veulent pas que ces joueurs-là commencent à toucher de l'argent à ce moment. Les seules personnes qui touchent... Pourquoi ? Ils ont peur de quoi ? Il faut leur demander. Les seules personnes qui touchent de l'argent en NCAA sont... Les patrons de club ? Non, c'est l'université elle-même et les coachs. Les coachs sont multimillionnaires. Et ils sont tous blancs. Quand une équipe... Pas tous, il y a un petit peu de mélange. Quand une équipe gagne, on ne dit pas tel joueur, on dit c'est le système de tel coach. C'est le coach qu'on met en avant. Parce que le coach, l'image du coach est alliée à l'image de l'université. Mais est-ce que ça peut pas aussi est-ce que cet anonymat supposé des joueurs qu'on essaie qui restent dans l'esprit équipe universitaire, c'est aussi pour pas faire de l'ombre aux joueurs NBA ? Ils ne peuvent pas faire de l'ombre aux joueurs NBA. C'est deux économies vraiment différentes. L'économie NCAA, c'est vraiment les alumni, les anciens élèves qui suivent. Et c'est vrai qu'il y a aussi un engouement par rapport à ça, parce que c'est des jeunes joueurs. C'est un basket un peu plus frais, on va dire, parce qu'ils ont entre 18 et 21 ans, voilà, beaucoup plus athlétique. C'est intéressant, c'est un basket différent, mais c'est encore un basket avec d'autres règles. Il y a encore quelques règles qui diffèrent dans le basket NCAA. Tu me diras si je me trompe, mais je crois que l'audience pour la finale c'est énorme. de NCAA est plus importante que la finale de NBA. Ça se rapproche. Barack Obama était venu pour la finale de NCAA. Ça se rapproche des audiences du Super Bowl. Ouais. Alors tiens, parlons-en du Super Bowl juste parce que j'avais une question, même si je veux parler d'autre chose. La pub du Super Bowl, les 30 secondes, c'est 4,5 millions de dollars, là où pour la Coupe du Monde, c'est 350 000 euros. Pourquoi cette pour la finale de la Coupe du Monde ? Pour le marché américain ? Non, pour le marché mondial. Parce que pour le marché américain, les 30 secondes, c'est 4 millions. Ouais. Et pour le marché franco-français, les 30 secondes de la finale France-Croatie, c'est entre 150 et 350 Non, mais millions. 350 000 pour le marché mondial. Pourquoi il y a un tel écart ? Alors que la Coupe du Monde de foot, on ne peut pas dire que c'est pas suivi. C'est l'événement le plus suivi au monde. Comment se La fait-il ? seule chose, c'est que le Super Bowl, c'est tous les ans. Alors même si c'est que, si je peux dire, raison de 100 plus, millions, c'est encore plus rare la Coupe du Monde. c'est 100 millions de téléspectateurs, 100 millions, alors je vais être très dans comment dirais-je, on parle de 100 millions de téléspectateurs américains, avec un pouvoir d'achat bien évidemment plus élevé que le commun des mortels sur Terre. Le milliard 300 millions de téléspectateurs pour la finale de la Coupe du Monde de football, c'est des gens qui sont en Afrique, qui sont en Asie, qui sont en Océanie, qui sont en Amérique du Sud, qui ont un pouvoir d'achat plus faible que les 100 millions américains. Faire de la pub, oui mais le raisonnement publicitaire de la marque qui va venir s'associer quand on voit par exemple... Ils font encore illusion, les Américains. Quand on voit les pubs qui sont filmées, qui ont parfois le budget de films hollywoodiens pour la finale du Super Bowl, avec des grandes stars hollywoodiennes, on s'adresse à un public particulier, le public de l'américain moyen, la classe moyenne américaine. La classe moyenne mondiale, c'est pas la classe moyenne américaine. La classe moyenne américaine, c'est 15, 20 000, 25 000 dollars par an. La classe moyenne mondiale, c'est plus de 10 000 dollars par an. Donc effectivement, ça génère moins de rentrées. C'est pareil en termes de droits TV. Les droits TV de la Ligue des Champions, considérés comme la compétition la plus importante pour le football, les droits TV, c'est 2,04 milliards d'euros. Les droits TV du foot US, NFL, c'est 6 milliards d'euros. Pierre, qu'est-ce qui rapporte le plus d'argent à tous les sports ? Les droits TV, alors là, si vraiment on dissocie, alors pour moi je voudrais pas le dissocier. Merchandising, mais si on dissocie billetterie, sport pro, sport amateur, les sports les plus porteurs économiquement et qu'on mettra en avant le foot ou le basket, les droits TV seront colossaux. Pour le basket par exemple, c'est l'intérêt, si je puis dire, du marché américain, c'est qu'on a à la fois les droits TV nationaux et les droits TV fédéraux. C'est-à-dire que par exemple un club californien, la Californie, si la Californie était un État, ça serait la 5e puissance du monde. Ouais. Donc des clubs californiens touchent les droits TV nationaux américains et les droits TV des chaînes fédérales c'est pas le même de marché, Californie. Alors, il y a, pour parler d'argent, de sport et pour le coup un peu du revers de la médaille, je voudrais qu'on parle de ce qui s'est passé et de ce qui va se passer. Donc de ce qui s'est passé, c'est les mondiaux d'athlétisme au Qatar, à Doha, une aberration pour grand nombre, pour les sportifs les premiers, et de ce qui va se passer, c'est-à-dire en 2022, la Coupe du Monde de foot toujours au Qatar. On a vu là concrètement que ces championnats d'athlétisme, les premières victimes, ce sont les sportifs.
Les sportifs, les spectateurs, non, il y en avait pas. l'athlétisme. Comment ? Il n'y en avait pas de spectateurs. Oui, mais justement, les spectateurs, c'était des ouvriers. On les payait même pour aller... Quand ils venaient. Quand ils venaient. C'est vrai que c'est une aberration, mais on sait pertinemment ce qui se passe avec le Qatar. Et que la Coupe du Monde qui arrive là en 2022, c'est le tremplin en termes d'image. En termes d'image pour le Qatar, c'est l'aboutissement. Et ils ont raté le tremplin. Ils se sont totalement vautrés, mais on le savait un petit peu à l'avance. Parce qu'on dit... Oui, mais nous, parce qu'on parle de sport et tout, mais entre le savoir et le voir, quand vous bien sûr, il a fallu des champions... Au-delà du fait de dire, alors ça arrive toujours de donner les conditions, mais on peut dire ouais parce qu'il n'est pas prêt. Mais là, il tombe quoi. Physiquement, on a vu qu'ils arrivaient au bout. Qu'est-ce qu'il y a Je vais avoir un avis un peu dissonant. C'est Amérique qui parle. Non, c'est pas ça, mais est-ce que l'athlétisme attire beaucoup de spectateurs? Non, il est en perte de vitesse. Des championnats du monde, vous pouvez pas dire le contraire. Hicham El Guerrouj a dit que pour lui, au championnat du monde d'Edmonton et au précédent, il y avait autant de personnes qu'au championnat du monde au Qatar. La seule chose qui peut paraître choquante, c'est les sportifs de fond et de demi-fond qui s'écroulent. Mais ça, c'est logique. C'est des sports où la chaleur ne fait pas bon ménage. Les impacte énormément. Mais pour tout ce qui est les sports de vitesse, pour tout ce qui est le 100 mètres ou le 200 mètres, ils ont besoin de chaleur. Donc, ça peut se comprendre. C'est vrai que c'est choquant de voir des athlètes qui tombent comme des mouches. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je dis pas qu'il faut arrêter avec le Qatar bashing, mais il faut voir aussi les choses d'un point de vue sportif et voir ce qui s'est fait avant. Est-ce que vous trouvez que les mondiaux d'athlétisme au Qatar, c'est justifié? Mais pourquoi pas? Pourquoi ça serait dans pas les justifié? Conditions, on a décalé la date. Pourquoi je ne veux pas faire de Qatar bashing. Ah, non, mais on a décalé la date, on a fait courir les mecs en pleine nuit, même s'il faisait chaud. Mais quand il y a des championnats du monde d'athlétisme ou même des coupes du monde qui se jouent en Asie, on décale les matchs aussi pour que les gens puissent voir les compétitions à certaines heures. C'est ce qui s'est passé pour la Ligue, pour la finale de la Ligue européenne en Asie centrale. Ah oui. C'était aberrant. C'était oui. à Bakou, c'était du grand n'importe quoi. Ça concerne pas seulement l'athlétisme, le football. Non, mais ça concerne pas seulement. Voilà, on parle de Sochi. Mais c'est vrai que pour le coup, voilà, il n'a pas tort. Là, il y a du Qatar bashing. Effectivement, ça concerne essentiellement les sports de fond. Ils ont besoin de fraîcheur. Pierre-Christian, est-ce que le football est un sport de fond? Non. C'est pas un sport de fond. Un peu. Est-ce que le foot est encore plus pour moi. Enfin, moi, vous aussi, sûrement. Non, forcément. que vous. Mais moi, français blanc, à la rigueur, si je puis dire. Mais c'est très compliqué d'avoir un avis tranché et objectif sur le Qatar. Parce que oui, le Qatar, on peut dire qu'il ne respecte pas les droits des travailleurs, qu'il ne respecte pas les droits LGBT, qu'il ne respecte pas l'obligation environnementale, encore plus aujourd'hui. Comme la Russie au dernier mondial. Comme les JO de Sochi, vous avez tout à fait raison, Abdellah. D'ailleurs, c'est sur ces bonnes paroles, pleines de sagesse, comme à chaque fois, que nous allons terminer l'émission. Je vous remercie, messieurs. C'était un vrai plaisir de vous recevoir. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Sport Palabre. En attendant, amusez-vous bien. Ciao, ciao.